Donc, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux sur cette table ronde. Je vous cache pas que je suis très émue, très fière d'animer cette table ronde en tant que présidente de la commission prévention et lutte contre les discriminations de la LICRA. C'est un combat qui me tient à cœur, la lutte contre les discriminations, et j'y inscris évidemment dans les fondamentaux de notre association la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, mais également toute forme de discrimination. Et quel plus beau profil que celui de Joséphine Baker en termes de représentation forte du combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je crois qu'on ne pouvait pas trouver plus beau profil, et je suis très honorée aujourd'hui de pouvoir faire cette présentation, ce d'autant que Joséphine Baker, ça a été dit et rappelé aujourd'hui beaucoup, elle coche toutes les cases du combat pour l'égalité. Elle coche toutes les cases du combat, des combats féministes. C'est une femme libre, on l'aura rappelé, une femme qui a eu plusieurs maris, plusieurs vies, une femme artiste engagée qui a su, et ça c'est très fort, renverser la stigmate de sa couleur de peau, en faisant un instrument militant. Elle a su utiliser sa nudité pour combattre tous les préjugés racistes qui assignent les personnes noires, et en particulier le corps des femmes noires. C'est une femme qui a été résistante, et dans les combats de la LICRA, c'est une femme clé. C'est une femme qui s'est engagée pour notre association dès 1938 dans les combats de la LICA, et elle a pu faire passer des informations capitales à la France libre qui se trouvait en Angleterre à l'époque. C'est une femme unique dans son genre, et qui a également, on l'a rappelé, été une mère de 12 enfants, mais 12 enfants adoptés, et donc une femme qui a su, dans les combats chers aussi à Elisabeth Badinter, déconnecter les questions de filiation du biologique. Et là encore, elle coche toutes les cases, Joséphine Baker, dans sa modernité. C'est aussi une femme, et on ne le sait pas assez, qui a fait la première partie, aujourd'hui c'est un terme moderne, mais qui a été effectivement la seule femme à prendre la parole avant le discours de Martin Luther King en 1963. Et là encore, Joséphine Baker est précurseuse de nombreux combats. C'est une femme qui ne s'est jamais, alors j'ai cherché, distinguée par des prises de position féministes, militantes, mais en réalité, toute sa vie, c'est l'incarnation du combat pour l'égalité femmes-hommes, parce que ces combats, c'était celui d'une femme à égalité avec les hommes. Enfin, et pas des moindres symboliques la concernant, c'est l'une des 6 femmes panthéonisées en France, et la seule femme de couleur à avoir été panthéonisée en France. Là encore, Joséphine Baker coche toutes les cases. Et ce profil absolument, unique, aujourd'hui, va faire l'objet de notre table ronde avec des invités qui sont aussi inspirants que l'est Joséphine Baker. Je vais commencer peut-être par vous présenter un homme qui va discuter avec nous de cette table ronde de Romain Bondenot, qui est un auteur, enseignant local, périgourdin, qui enseigne l'histoire et l'histoire des arts visuels dans un lycée à Sarlat, mais qui s'est aussi caractérisé par la rédaction d'un ouvrage sur les destins de femmes dans le Périgord, dont évidemment Joséphine Baker, et il nous parlera de la représentation de Joséphine Baker dans ce livre et en quoi elle est inspirante dans les combats féministes contemporains. Sur ma gauche, nous avons Lydia Guirousse, qu'on ne présente plus, qui est une féministe engagée, qui est ancienne militante du Parti radical et qui avait été nommée en 2015 par l'ancien président Nicolas Sarkozy en chargée des valeurs de la République et de la laïcité. Lydia Guirousse, vous êtes aussi caractérisée par un engagement sans faille et de longue durée pour les causes féministes, notamment en 2010 en créant un think tank Futur au féminin qui s'intéressait en particulier aux discriminations des femmes dans l'emploi. Je rappelle qu'aujourd'hui encore, les femmes sont payées à niveau de position dans l'entreprise égale, 25% de moins que les hommes, et nous aurons l'occasion
donc d'en reparler avec vous. Vous êtes aussi manifesté dans des prises de position très engagées s'agissant d'une opposition avec ce qu'on peut qualifier aujourd'hui des néo-féministes sur la place du voile dans la société et du voilement des femmes. C'est aussi un sujet qu'il sera utile d'aborder. Enfin, Ghila Clara Kessous, vous êtes une artiste, une comédienne, vous avez une formation d'économiste, ou en tout cas d'une école de commerce qui est l'ESSEC, mais vous êtes aussi caractérisée par des prises de position à l'international fortes, puisque vous êtes artiste, vous avez été reconnue artiste pour la paix par l'UNESCO en 2012, et aujourd'hui encore, vous travaillez sur la mobilisation féminine, en tout cas sur ce que vous nommez la diplomatie féminine et féministe pour résoudre les questions de résolution de conflits dans le monde. Vous nous parlerez de ce positionnement de la diplomatie féministe que vous avez développé. Et vous avez enfin écrit un ouvrage Ensemble pour les droits des femmes avec l'actuelle ministre de l'égalité, Madame Isabelle Rome, ce qui fait que nous aurons de beaux combats dont nous pourrons discuter sur cette table ronde avec vos trois figures. Alors, je vais commencer par vous, Lydia Guirous, en vous demandant, en collant totalement au thème, en quoi Joséphine Baker est une inspiration encore aujourd'hui pour les combats féministes contemporains. Et je vous poserai la même question à vous trois, peut-être avec un temps de parole pour les uns et les autres de 10-15 minutes pour laisser 10-15 minutes avec la salle, et de nous définir les uns les autres quelle est votre définition du féminisme aujourd'hui. Alors bonjour à tous, merci de me recevoir, merci d'être présent et permettez-moi de vous présenter mes excuses pour mon retard, j'y tiens. Joséphine Baker, en quoi est-elle inspirante? D'abord un parcours d'émancipation, d'un milieu social, puisque Joséphine Baker était une fille qui était originaire de l'Amérique des États-Unis, du sud des États-Unis, et d'un milieu extrêmement modeste. Donc elle a su s'émanciper de ce milieu-là. Ensuite, c'est une femme qui est venue s'installer en France et qui a fait de la France son pays et même le combat quelque part de sa vie, puisqu'elle était patriote, Joséphine Baker. Et aujourd'hui, être patriote, pour certains, c'est encore un mot tabou, voire quelque chose qui aurait un volet un petit peu sulfureux, et je crois que Joséphine Baker démontre à quel point le patriotisme peut être quelque chose d'éminemment incroyable et beau, puisque ce n'est rien d'autre que l'amour de son pays et aucunement le rejet de l'autre, puisque Joséphine Baker est totalement étrangère à ce qui relève de la discrimination, de la xénophobie. Son parcours est celui de l'humanisme et de l'universalisme. Joséphine Baker, je crois, et j'en parlais avec l'une de ses secrétaires, n'aimait pas qu'on la qualifie de féministe, et surtout pas de féministe telle que les néo-féministes aujourd'hui qui cannibalisent le féminisme universaliste, celui qui est dans la lignée et dans laquelle je m'inscris, d'une Elisabeth Badinter. Eh bien, son parcours de vie, ses combats qui sont en cohérence avec son parcours de vie, avec ce qu'elle a créé, ce pourquoi elle s'est battue, étaient éminemment, à mon sens, féministes, puisque c'était une femme libre, c'était une femme qui a cassé des plafonds de verre d'une certaine manière, c'est une femme qui a lutté pour son émancipation, c'est une femme qui a lutté pour être considérée à l'égal de l'homme, et donc pour moi, Joséphine Baker est une figure éminemment féministe, même si je crois qu'elle n'aurait pas aimé qu'on la qualifie comme telle, mais son parcours de vie ne peut qu'inspirer une jeune femme qui est en quête de liberté et qui a envie d'être l'égale d'un homme en droit. Et puis Joséphine Baker, c'est une figure pour moi de réconciliation, puisqu'elle est cette femme qui a quand même une couleur de peau et qui a subi les discriminations, mais qui a su ne pas s'enfermer dans ce côté victimaire et qui a su tendre la main, créer des ponts et rappeler que nous sommes tous des hommes, des femmes, libres, égaux, et surtout qui s'est battu pour cette République une et indivisible face aux obscurantismes. Et moi, je suis très heureuse que Joséphine Baker ait été panthéonisée. Pardonnez-moi, je suis un peu fatiguée, le soleil a tapé très fort.
parce qu'il est important, je crois, que des figures telles que Joséphine Baker soient promues auprès de la jeunesse, une jeunesse qui, malheureusement, aujourd'hui est en rupture avec, pour une partie d'entre elles, avec la France, voire un rejette la France, rejette une partie des valeurs de la République, ne les comprend même pas. Et il me semble que promouvoir le parcours, les combats de Joséphine Baker, la figure de Joséphine Baker, c'est peut-être permettre une réconciliation dans notre pays et surtout auprès des plus jeunes qui sont vraiment et les études le démontrent, dans une distance, voire une méconnaissance de ce qu'est notre République laïque, une, indivisible, et je ne souhaiterais pas que ce soit dans quelques années un doux souvenir, mais toujours une réalité très présente, et c'est pour ça qu'il faut s'inspirer de parcours comme celui de Joséphine Baker, et il faut œuvrer pour en faire émerger d'autres, car je crois qu'on a besoin de représentation toujours, et je pense notamment à tous ceux qui viennent de l'étranger et qui parfois ont peut-être la tentation de croire qu'ils ne peuvent pas être intégrés, qu'ils ne peuvent pas être assimilés en France. Tout est possible dans ce grand pays. Je pense que c'est le message aussi qu'envoie le parcours de Joséphine Baker. Tout est possible dans ce pays. On peut faire souche dans ce pays. On peut s'assimiler, parce que l'assimilation est l'opportunité de pouvoir prendre racine dans ce pays et s'y installer pour les générations aussi à venir. Moi-même, je suis née à l'étranger. Je me considère totalement et farouchement française. Mes enfants le seront. Et c'est par ce parcours d'assimilation que je peux dire je suis pleinement française et je me sens bien dans ce pays et je me vois dans les années, les décennies à venir dans ce pays, et je vois mes enfants s'épanouir dans ce pays. S'y épanouir dans les décennies à venir, ça veut aussi dire se relever et combattre tous ces ennemis de la République qui s'installent et qui gagnent du terrain. Je les nommerai notamment les communautaristes, les islamistes, au premier rang desquels nous les connaissons, ceux qui veulent faire disparaître les femmes de l'espace public. Et là, je rejoins ce qu'était aussi Joséphine Baker, cette femme qui assumait son corps, qui a fait aussi de son corps finalement un objet politique d'émancipation. Et aujourd'hui, on veut effacer le corps des femmes, beaucoup trop l'instrumentaliser, et c'est un combat pour les universalistes, pour les républicains, que de rappeler qu'une femme n'a pas à raser les murs, qu'une femme n'a pas à s'excuser d'exister dans sa féminité, et c'est aux républicains sincères de se dresser contre tous ceux qui veulent faire que les femmes doivent s'excuser dans certains endroits de France, de plus en plus nombreux, d'exister. Une toute petite incise, parce que ça m'intéresse vraiment. Comment vous comprenez, ou comment vous expliquez que justement, plus de 80 ans plus tard, on a une mouvance féministe qui justement revendique la couverture du corps des femmes, là où Joséphine Baker, dans les années 30, découvrait son corps pour lutter contre les discriminations dont elle était victime? Je pense qu'en fait, une partie du féminisme français, mais c'est une mouvance qui nous vient quand même beaucoup des États-Unis, et ça rejoint le wokisme, la cancel culture et toutes ces âneries qu'on importe des États-Unis. On pourrait importer des choses beaucoup plus bénéfiques pour la société française, mais on importe aussi malheureusement beaucoup leur névrose. Et il me semble que le wokisme, la cancel culture, le néo-féminisme sont quand même quelque chose qui n'est pas de nature à faire progresser la France, les relations humaines, la place des femmes. Et en fait, on a une partie des féministes françaises qui développent un féminisme que je qualifie aussi de gauchiste, qui confond la lutte pour l'égalité pour la lutte, elles préfèrent plutôt la lutte des sexes, qui ne voient pas dans l'homme un allié, mais plutôt un ennemi. Voire elles sont dans la détestation de la masculinité pour certaines d'entre elles. On l'a encore vu récemment. Qui ne sont plus d'ailleurs pour cette partie de la gauche dans la lutte des classes, mais dans une forme de lutte des races. Et d'ailleurs, ils réinstaurent la notion de race. Les racialistes, pour moi, sont des nouveaux racistes, puisqu'ils ne voient les personnes qu'à travers le prisme de leur couleur de peau, de leur origine, et ils saucissonnent la société française. Et je crois que le danger est aussi là, et c'est aussi cette mouvance-là qu'il faut combattre. Et je pense que les combattantes féministes d'hier, qui étaient des figures comme Gisèle Halimi, Elisabeth Badinter, eh bien, j'en parlais d'ailleurs avec Elisabeth Badinter, il y a de moins en moins de voix
jeunes qui s'inscrivent dans cette filiation d'un féminisme universaliste et beaucoup plus dans le néo-féminisme. Et donc, médiatiquement, eh bien, c'est ce néo-féminisme qui prend le dessus et qui ne va absolument pas dans le sens de l'intérêt général ou de l'universalisme. Donc, je vois une jeune au premier rang et je serais heureuse, et une autre, je serais heureuse que demain, elles deviennent des militantes farouches du féminisme, mais version Elisabeth Badinter. Et d'ailleurs... l'un de mes livres que j'ai nommé Le suicide féministe. J'ai eu cet élan de colère. Je l'ai écrit lorsque j'ai entendu Caroline de Haas, qu'on ne présente plus malheureusement, dire lors d'une émission sur France 2, il serait temps de solder l'héritage d'Elisabeth Badinter. Là, devant mon écran, mon sang n'a fait qu'un tour, et je me suis dit, on est en train de faire totalement fausse route. On est en train de tolérer l'intolérable au nom de pseudo bons sentiments. On est en train de justifier l'injustifiable, et quand je les vois trouver toutes les excuses, tous les arguments fallacieux pour pouvoir justifier qu'une femme aurait le droit de porter le voile, que finalement c'est un embellissement, comme nous dit Sandrine Rousseau, la fameuse Sandrine Rousseau, moi je suis écœurée, et je me dis simplement que ces féministes-là trahissent la cause des femmes. Et d'ailleurs, on ne les a pas entendues lorsque les Iraniennes se lèvent et risquent leur vie contre le voile et pour gagner 1 millimètre de liberté. Elles sont aux abonnées absentes, et j'ai été très heureuse, je le dis face caméra, de l'accueil qui a été réservé à Sandrine Rousseau, place de la République, lors de la mobilisation en soutien aux femmes iraniennes. Elle n'a eu que ce qu'elle mérite, et elle dessert absolument la cause des femmes. Oui, très bien. Oui, alors... je profite de cette réflexion sur les néo-féministes et sur les appellations, puisque hier en préparant cette table ronde, j'ai eu la chance de discuter avec Marianne Bouillon-Becker, la fille de Joséphine Baker, et je lui dis, on va faire une table ronde sur l'inspiration féministe qui a été votre mère. Et elle me dit, oh là là, mais non, ma mère n'était pas féministe. Alors c'est pour vous dire qu'aujourd'hui même le mot féminisme, on est dans un confusionnisme absolument effarant. On n'ose même plus l'utiliser parce qu'il a été préempté et capté par des courants qui sont pas forcément féministes. Et en discutant avec Marianne Bouillon-Becker, je sais pas si elle est là parce qu'elle m'a dit qu'elle viendrait, je lui ai expliqué, mais non, mais en réalité on va parler d'égalité femmes-hommes. Est-ce que, alors ça serait, après on va pouvoir s'entretenir avec nos 2 autres invités, mais ça serait ma dernière question, est-ce qu'aujourd'hui même le mot est devenu un mot tabou, le mot féministe, à cause des néo-féministes? Oui, comme beaucoup d'autres mots, je me souviens que lorsque j'ai publié à l'Aille Grand, La République aussi, c'était avant Charlie Hebdo, c'était pour défendre la laïcité, pour dénoncer la montée du communautarisme en France, et je me souviens de ces plateaux télé que j'ai pu faire. Alors j'avais été boycottée les premiers mois évidemment, et ensuite est arrivé Charlie Hebdo, et on s'est dit finalement cette petite prétentieuse de 27 ans qui publie un livre, elle dit peut-être pas que des conneries, et on va l'inviter. Donc j'ai fait des plateaux télé, et je me suis retrouvée sur des plateaux télé alors que j'étais issue du Parti radical valoisien, alors que je venais pour défendre la laïcité et défendre le modèle français contre les extrémismes, et les extrémismes des 2 bords, et surtout l'extrême droite, puisque l'impulsion était venue lorsque j'ai vu Marine Le Pen faire un meeting place de l'Opéra à Paris avec liberté, égalité, fraternité, laïcité. Je me suis dit, mais ils sont tombés sur la tête. Ils sont où, les politiques? Comment on peut laisser la laïcité être accaparée par le Rassemblement national, qui était encore Front National à l'époque? Personne ne dit rien, silence absolu, on est dans la lâcheté totale. Donc moi, j'écris ce livre qui a été publié miraculeusement. Je pensais que ça allait finir dans la poubelle d'un éditeur. Mais je me retrouve sur des plateaux télé où, en fond d'écran, on me met Marine Le Pen. Et on m'assimile à Marine Le Pen parce que je défends la laïcité. Et donc, il y a des termes comme ça qui sont tabous. L'assimilation est tabou. C'est pour ça que j'ai fait cet ouvrage, pour redonner ces lettres de noblesse à l'assimilation. Et je crois qu'un parcours comme Joséphine Baker ou tant d'autres qui sont venus de l'étranger, qui sont devenus de grandes figures républicaines, sont des parcours qui sont possibles parce qu'il y a une assimilation républicaine, qui est une générosité, qui n'est en rien l'exigence d'effacer d'où vous venez. Comment pourrait-on me demander d'effacer
mes premiers mots en kabyle, la poésie, les chants qui m'ont bercé les premières années de ma vie. Jamais je ne pourrais l'effacer. Et pourtant, je me sens totalement assimilée. Et donc, il y a énormément de termes qui sont devenus tabous parce qu'ils ont été disqualifiés par des extrémismes, que ce soit d'extrême droite ou extrême gauche. Et sur le féminisme, eh bien, ce sont les féministes d'extrême gauche qui ont disqualifié ce combat parce que il y a eu énormément d'excès et au lieu d'être dans une quête d'égalité homme-femme, elles ont été dans une forme de lutte des sexes, comme je vous le disais initialement, de complaisance à l'égard des islamistes dans beaucoup de sujets, politique de l'autruche dès lors qu'on... En fait, c'est l'égalité homme-femme, sauf pour les femmes musulmanes. Parce que là, il y a quelque chose... Bon, alors on pratique la politique de l'autruche. Donc c'est comme ça qu'y compris des femmes vous diront « Ah non, je suis pas féministe, hein. » Bah non. Et alors que c'est extrêmement noble d'être, à mon sens, féministe. C'est un combat pour l'égalité, pour l'émancipation. Et à cause des excès, des outrances de ces militantes dogmatiques, eh bien, on disqualifie un combat qui est d'une noblesse absolue, à mon sens. Merci Lydia. Je reviendrai rapidement sur puisque vous avez parlé des femmes iraniennes et c'est encore un sujet qui tient à cœur dans les combats que nous menons à la LICRA. Comment et je m'adresse à la militante, à la femme politique, comment aujourd'hui on peut soutenir les femmes iraniennes et une posture d'égalité femmes-hommes par le dévoilement des femmes, parce que c'est aussi un enjeu d'égalité, sans être traité de raciste. D'abord, on s'en fout d'être traité de raciste, comme on s'en fout d'être traité d'islamophobe quand on sait qu'on avance tête droite et valeurs et république chevillée au corps. Donc, je veux dire, on vous insultera toujours pour essayer de vous disqualifier, mais si vous êtes droit dans vos bottes, eh ben, vous avancez et vous faites fi de toutes ces manœuvres qui sont en fait une volonté de vouloir censurer. Quand je défends la laïcité, quand je critique le voile, quand je critique les excès d'un islam qui est dévoyé et qui devient islamiste, je ne suis pas islamophobe. Mes parents sont musulmans. Je ne suis pas islamophobe. Au contraire. Et je pense que c'est de la même façon sur les questions qui sont sur le combat pour les femmes iraniennes. Je pense que l'on doit tous se mobiliser. Alors moi, très modestement, lors d'une intervention sur RTL, je me suis coupé une mèche de cheveux en soutien et j'ai appelé Brigitte Macron à essayer de faire ce qu'elle pouvait pour essayer de mobiliser la communauté internationale. Mais je crois qu'aujourd'hui, la France, elle a un rôle. J'aime dire que la France est un phare. Elle est un phare pour les femmes du monde entier, les femmes qui sont oppressées dans le monde. Elles regardent la France en se disant c'est le pays des droits de l'homme et des femmes, c'est le pays de la liberté, c'est le pays du féminisme, c'est le pays de la laïcité qui est la condition de la liberté et de l'égalité pour les femmes. Et lorsque la France... et certains politiques français trouvent des excuses pour justifier certaines dérives, et ben en fait, on est en train de trahir. Et il me semble qu'on doit être ce phare de lumière pour ces personnes qui vivent malheureusement sous le joug de l'obscurantisme islamique. Et lorsqu'on a des discours qui vous justifient le voilement ou l'abaya qui ne serait pas un vêtement, non, c'est pas un vêtement musulman, c'est un vêtement d'intégriste. Donc nous avons aujourd'hui des militantes intégristes qui sont des adolescentes à l'école de la République. Et ça, c'est gravissime. Mais quand certains sont dans le relativisme, voire dans le déni, voire dans les hésitations, et puis aiment créer des comités, des cellules d'audit. Moi, j'en ai ras-le-bol des réunions, des audits, des rapports sur des choses que nous connaissons malheureusement maintenant depuis des années. Je veux dire que depuis le voile de Creil, on connaît la situation de l'école. Merci. Et on sait ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas laisser les professeurs et les directeurs d'établissement en première ligne sans les protéger. Là, et donc, il est temps d'agir. Non, mais il y a une urgence, et je trouve qu'on ne prend pas la mesure de l'urgence. On est encore en train de discuter alors que les politiques devraient se retrousser les manches, prendre leur courage à deux mains, légiférer et avec fermeté imposer la République partout sur le territoire. Merci Lydia, c'est un débat passionnant. Merci. Je voulais vraiment
vraiment pas vous couper parce qu'on aurait beaucoup de choses à dire, mais je voudrais laisser la parole à nos autres invités. C'est un débat qui aurait nécessité encore plus de temps. La parole à Monsieur Vandenau. L'ancrage local sur cette table ronde et la touche masculine aussi. Comment Joséphine Baker a inspiré les combats féministes localement, dans le passé, puisque vous êtes historien, et aujourd'hui surtout? Vous avez bien vu que l'introduction me mettait la pression. Hein. Ma situation isolée m'impose une certaine attention à ce que je vais pouvoir vous dire. D'abord, merci d'être là. Évidemment, on est tous ici très attachés à la figure de Joséphine. Et pour commencer mon propos, je voudrais vous rapporter ce qu'avait dit son impresario, Bob Russell, à la petite Joséphine. N'oublie jamais, petite, quand on est jeune fille noire et pauvre, il n'y a que 3 façons d'échapper à la misère. Devenir pute, boniche ou girl. Elle a choisi provisoirement la 3e voie, artistique, pour réussir à s'émanciper d'une manière quand même assez incroyable, c'est-à-dire que à l'occasion de la danse sauvage de la rue Vunègre au milieu des années 20, elle va surjouer les stéréotypes au point de complètement les retourner, d'avoir une approche caricaturale de la caricature que lui imposait la société dominante blanche, etc. Elle, la petite noire venue des États-Unis, et c'est pour nous quand même une leçon formidable d'émancipation, d'avoir réussi à contourner tout ce qui pesait sur elle, et en particulier le fait qu'elle soit une danseuse, qu'elle dansait nue, et qu'effectivement portait sur elle tous les clichés que l'on peut imaginer. Donc évidemment que quand on voit le parcours de Joséphine que vous avez rappelé, elle s'inscrit complètement dans une vision universaliste, et c'est presque rassurant que ce que vous disiez tout à l'heure, que sa fille disait qu'elle ne s'était jamais revendiquée comme féministe, considérant que c'était probablement une forme de saucissonnage de la société qui n'était pas utile, qu'elle appartenait à l'humanité avec toute la diversité. Et pour répondre à votre question sur le féminisme aujourd'hui, évidemment, je me situe dans la même filiation que l'oratrice précédente, même si je ne suis pas exactement de la même sensibilité politique probablement, mais on partage au moins cet amour de la République. On voit bien que la figure de Joséphine incarne un universalisme qui aujourd'hui est malade, se sent isolé. On a l'impression quand même qu'aujourd'hui, peut-être que le vide idéologique a fait qu'il y a une espèce de rétractation sur l'origine, les choix religieux, la couleur de la peau, etc. On a l'impression qu'on y est un peu assigné aujourd'hui, alors que la République est justement cet effort de dépassement que j'éprouve tous les jours en tant que professeur dans un lycée de la République pas loin d'ici, qui ne porte pas encore le nom de Joséphine, mais ça viendra peut-être. Cette idée quand même que l'école républicaine est une promesse de rupture de la prédestination sociale, que c'est une promesse de dépassement pour chacun des individus de tout ce qui le caractérise, et la France qui s'honorait de pouvoir articuler au mieux, on a rappelé la figure d'Elisabeth Badinter ou de Gisèle Halimi, que j'ai eu l'occasion de côtoyer un peu, la France qui s'honorait d'articuler au mieux à la fois l'idée de l'égalité et la différence, aujourd'hui semble être en difficulté dans cette affaire, hélas. Alors peut-être que le chemin que nous avions pour articuler l'égalité et la différence, en tous les cas, c'était la tradition française. Je pense à un grand livre de Mona Ozouf qui rapporte donc un certain nombre de portraits de femmes comme nous, un peu on l'a fait en Périgord. Je pense aussi au livre de Claude Habib qui parle de la galanterie française. Il y a tout de même une tradition française de la mixité, du vivre ensemble, qui est loin de la conflictualité imaginée par les groupes féministes ou néo-féministes qui nous viennent tout droit du monde anglo-saxon. En tous les cas, c'est mon souhait. Et je pense que être féministe, je pense que toutes les femmes et tous les hommes peuvent l'être, et que c'est la promesse pour une vie de couple réussie, d'imaginer une relation égalitaire. Et les combats se justifient encore très largement, au lieu de s'abîmer dans des délires un peu tribaux, parce que quand même cette assignation à nos origines, à notre sexe, à notre orientation sexuelle, etc., c'est quand même une espèce de retour essentialiste très inquiétant. Il y a encore des grands combats à mener. Je lisais hier que ces 15 dernières années, il y a 130 centres de planning où se pratiquait l'IVG qui ont été fermés en France. Suivant cela, la situation de l'hôpital public, d'ailleurs, on le sait à Sarlat, qu'il y a plus d'1 million de femmes qui reçoivent des injures racistes
chaque année en France, que les nombres de viols, alors difficile à mesurer, mais en tous les cas, le nombre de plaintes pour viol a explosé ces 30 ou 40 dernières années. Et par exemple, on aimerait que le planning familial, dont j'ai été membre, parce que j'avais des copines qui étaient membres du planning en Dordogne, elles m'avaient demandé d'adhérer il y a quelques années, ce que j'avais fait volontiers. La même me disait l'année dernière qu'il s'était battu pour essayer de garder le mot de laïcité dans la charte, parce qu'elle était attaquée effectivement par des courants qui me semblent assez inquiétants et hyper rétrogrades. Le planning familial, au lieu de produire des affiches stupides avec des hommes enceints, ferait mieux d'attirer notre attention sur le fait qu'il y a 125 000 excisions par an en France, et que ça, c'est quand même un sacré sujet. Donc, il y a des sujets. Le féminisme, peut-être, de toutes parts, permet d'attirer notre attention sur des thématiques qui sont ô combien urgentes. Et je peux vous dire que je peux le mesurer, parce que il est très fréquent, quasiment une fois par an, qu'une jeune fille vienne me confier à moi, leur prof, qu'elles avaient subi une agression sexuelle récemment, dans le cadre familial ou avec un petit copain, et je vous raconte pas la question des réseaux sociaux là-dessus. Donc il y a des combats qui sont très urgents. Hélas, aujourd'hui, ils sont captés par une fraction qui me semble très minoritaire, mais qu'on entend beaucoup, qui, hélas, trahit d'une certaine manière ce souhait universaliste que peut représenter Joséphine Baker et d'autres. Donc voilà, juste un souhait. Il y a des vrais sujets, il y a des vrais combats à mener, et aujourd'hui, ceux qui veulent les incarner, en tous les cas publiquement, semblent peut-être les moins légitimes, ou en tous les cas ceux sur lesquels on doit réussir à se poser un certain nombre de questions pour rappeler de l'universel qui est passé un peu à la trappe dans toute cette affaire. Alors justement, merci. Une petite question par rapport à ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, vous rappelez qu'il n'y a pas de positionnement genré pour être féministe. On peut être un homme féministe et être une femme qui n'est pas féministe. Joséphine Baker, en fait, sa vie était féministe, on l'a rappelé, mais ne se revendiquait pas féministe. Donc, c'est intéressant de faire cette nuance. Et elle incarnait même, vous rappelez aujourd'hui, les combats actuels féministes où les femmes sont victimes de violences, d'excision, et où cette démarche victimaire, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, et pourtant, 80 ans plus tôt, Joséphine Baker, elle incarne un peu le terme moderne actuel de l'empowerment des femmes. C'est une femme forte, c'est pas une femme victime, Joséphine Baker. Ouais, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est quand même coincé. En tous les cas, les femmes semblent être coincées entre deux images qui me semblent pas être les bonnes dans les deux cas. D'un côté, une victime qui serait forcément innocente, et de l'autre côté, la femme forte qui renouvellerait toute l'humanité, elle toute seule, une espèce de Wonder Woman. Comment réussir à se trouver là-dedans ? Effectivement, Joséphine Baker n'a pas prononcé de phrase sur le féminisme, mais elle l'a incarné par tous ses choix durant sa vie, sur la liberté sexuelle et homosexuelle aussi, oui, semble-t-il. Oui, oui. Les nombreux maris qu'elle a eus, enfin voilà, une vie où le corps avait largement sa place et une manière magnifique de l'incarner. Ces mouvements de libération sexuelle ont quand même précédé quand même toutes les grandes lois. Il y a eu des avancées extraordinaires au XXe siècle, la loi Neuwirth, la loi Veil. Elle meurt quelques mois avant la loi Veil passe quelques mois avant la mort de Joséphine. Donc c'est quand même des grands combats qui ont obtenu des grandes victoires au XXe siècle qui sont assez uniques. Je crois qu'il y avait une enquête il y a quelques années qui avait dit que la plus grande invention au XXe siècle, c'était la pilule, qui avait libéré comme les femmes d'un certain nombre de contraintes du risque de maternité non choisie. Voilà, il y a des grands combats. Aujourd'hui, ils ont pris peut-être différentes formes. Ma collègue précédente l'a rappelé. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas qu'on oublie l'universel. Or, aujourd'hui, les gens sont assignés de plus en plus à leur tribu, à leur origine. Alors, moi, je le vois même avec les gamins. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le seul sujet qui compte vraiment à leurs yeux, c'est l'identité et l'orientation sexuelle. Comme s'il n'y avait pas d'autres questions. La question sociale, la question nationale, les relations internationales, même le racisme. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la seule grille de lecture, même, j'allais dire, parfois, presque leur unique indignation passe sur la question, et c'est une question, de l'identité de l'orientation sexuelle. Le problème, c'est que ça a tendance à gommer tout le reste. Et je me souvenais, en réfléchissant un peu hier à ce que je pouvais vous raconter, moi, quand j'étais collégien, j'avais beaucoup milité pour SOS Racisme. J'avais 11 ans, c'est moi qui vendais les petites mains au collège de Sarlat. Je crois que j'en avais vendu 150, j'étais très content.
j'avais pu faire le malin. Et longtemps après, j'ai lu les textes de Pierre-André Taïev qui rappelaient un peu peut-être les illusions ou les dérives de l'antiracisme, où on ne cessait de dire, et moi le premier, réclamer le droit à la différence, en oubliant que le droit à la différence pouvait déboucher sur la différence des droits. Et on voit que cet écueil qui avait été pris par des jeunes gens animés par de bonnes intentions, et j'ai l'orgueil de me placer là-dedans, en réalité, pouvait arriver à des résultats qui étaient rigoureusement inverses. Et il me semble qu'aujourd'hui, on est arrivé dans ce même écueil. Donc, on est heureux ici en Périgord d'avoir la personne de Joséphine Baker qui incarne le Périgord, et peut-être d'autant mieux qu'elle n'y est pas née, d'autant mieux qu'elle a choisi d'y venir. Et c'est pour ça que le livre d'ailleurs qu'on a édité, c'est Femmes en Périgord et pas du Périgord, parce qu'il y en a marre de l'assignation des origines. Le choix des individus, ça compte. L'émancipation des femmes, c'est un choix de souveraineté individuelle, comme doit éprouver chacune des personnes, quel que soit son sexe, son orientation, son origine, son choix religieux. Et c'est pour ça que on a été heureux de faire le portrait de Joséphine, mais aussi de beaucoup d'autres femmes, puisqu'il y a une 50aine de portraits. Plus magnifiques les uns que les autres et plus inspirants les uns que les autres. Merci beaucoup Romain. Et j'ai même envie de dire qu'elle incarne d'autant plus le féminisme qu'elle se revendiquait pas féministe. Voilà, sa vie est féministe en soi. On va aborder maintenant une facette de la personnalité de Joséphine Baker et qui se recoupe parfaitement avec votre personnalité, Gila Clara Kessous. C'est l'ambassadrice, la diplomate, la femme qui faisait les ponts entre les mondes, les univers et les océans. Joséphine Baker, c'est une Américaine. Elle vient vivre en France et puis elle va être une passeuse d'informations pendant la Seconde Guerre mondiale cardinale. Elle va travailler à la Résistance en France. Aujourd'hui, Gila Clara Kessous, vous êtes vous-même une promotrice de la diplomatie féministe. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette diplomatie féministe et de l'inspiration que revêt pour vous Joséphine Baker au présent? Avec grand plaisir. Bonjour, et puis merci de votre écoute. On sent l'attention que vous portez à tout ce débat, donc merci beaucoup. Moi, je suis ambassadrice pour la paix et artiste de l'UNESCO pour la paix, et je viens du monde du théâtre, vous l'avez rappelé. Et du coup, ce qui me touche beaucoup dans ce que représente Joséphine Baker, c'est sa capacité, en fait, en tant qu'artiste, à avoir réussi à incarner tous ses rôles. En fait, vous savez, quand on est au monde, on se demande si on va vraiment réussir à incarner tous les rôles qui nous sont assignés. Pour les femmes, par exemple, ça peut être un rôle vis-à-vis d'un compagnon de vie, ou ça peut être un rôle de mère, ça peut être un rôle de citoyenne. Et elle, et d'ailleurs on le voit dans les tableaux qui sont présentés derrière vous, elle a vraiment accepté d'incarner successivement ces différents combats. Et vous parliez de diplomatie féministe, et pour revenir sur le mot de féminisme que les deux précédents ont si bien défini, c'est vrai qu'elle ne s'est pas présentée comme féministe parce qu'elle n'en avait pas besoin. Et c'est ça qui est formidable. C'est une femme, en fait, qui n'avait pas besoin de justifier ses combats en ayant à aller sur une tribune publique, sauf pour aller épauler Martin Luther King. C'était pas une façon de se mettre en avant, c'était juste soutenir, parce que vous avez bien vu combien c'était dangereux. Donc c'était pas une femme, alors qu'elle savait se mettre en lumière, mais qu'elle se mettait en lumière pour les autres. Elle avait un don de soi incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de Joséphine Baker, sans doute, mais quand vous la voyez sur scène, c'est une connexion incroyable d'un corps qui se laisse voir et qui donne d'une énergie incroyable. En fait, on l'a regardée comme on regardait vraiment un spectacle à elle seule. Et vous l'aviez très bien dit par rapport à cette caricature de la caricature, c'est qu'en fait, cette femme était un phénomène. Et tout d'un coup, sur scène, c'était un charisme, une aura incroyable, et elle prenait tout l'espace. Et elle était là. Et quand on parle de diplomatie féministe, c'est qu'en fait, ce être-là sur scène, c'est-à-dire sa place d'artiste, elle savait très bien se mettre dans l'ombre pour des combats qui auraient pu la mener, sans doute en politique, mais pour lesquels elle se disait « Je suis dans une volonté de don à l'autre sans être vue.
Et c'est comme ça qu'elle a pu être aussi efficace pour la résistance, c'est comme ça qu'elle a pu être aussi efficace aussi dans le fait d'adopter. Il n'y a jamais eu une volonté, je dirais, de mise en avant politique de Joséphine Baker, et je trouve qu'aujourd'hui, nos politiques devraient en prendre de la graine. Vraiment. On n'est pas là pour récupérer des valeurs ou des combats qui sont tellement importants pour essayer d'en faire un cheval de bataille et puis comme par hasard ensuite essayer de pouvoir influencer en termes de vote. Joséphine Baker, c'était pas ça. Et moi, c'est ce qui me passionne chez cette femme. Donc, le féminisme, elle n'avait pas besoin de dire « je suis féministe ». Au contraire, son étiquette de féministe, elle l'a rejetée parce qu'elle était tellement elle-même féministe, mais au sens, vous l'avez bien compris, hein, un sens noble du terme, c'est-à-dire une volonté de pouvoir voir arriver une égalité, une parité. Elle n'avait pas besoin de mettre un mot sur la façon dont elle avait de se comporter. Diplomatie féministe, ça veut dire quoi? Alors c'est une expression qui nous vient de Suède, du froid, et qui recoupe 6 points. Et d'ailleurs, Quai d'Orsay, le 3 juillet, va sortir un rapport sur la diplomatie féministe, puisque c'est une des causes qui va être une cause importante de cette période. Donc, la diplomatie féministe revêt 6 points. D'abord et avant tout, aider à repousser les violences faites aux femmes. Tout ce qui va toucher la question de la violence va être banni. Et bien entendu, là, on va retrouver Joséphine Baker et tout son combat qui va être cher vis-à-vis de la cause des femmes. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, ça va être l'éducation des petites filles pour justement accéder au même degré d'information que les hommes. Et à cela, ce qui est intéressant quand vous voyez la définition de la diplomatie féministe, c'est éducation des petites filles et des hommes. Et là, ce que vous avez dit était vraiment très intéressant. On essaye de développer, moi j'ai la chance, lorsque je vais travailler dans des camps de réfugiés, ou quand je vais travailler avec des femmes qui sont victimes de viols de masse au Congo, auprès du docteur Mukwege, et ben en fait, je vois petit à petit quelque chose que le docteur Mukwege appelle la masculinité positive se développer. Des hommes qui n'ont pas honte d'être aux côtés des femmes pour montrer combien est-ce que les droits des femmes sont des droits humains. Et alors le docteur, franchement, et je suis sûre qu'il y en a dans la salle. Je suis sûre qu'il y en a dans la salle. Et le docteur Mukwege commence un livre qu'il a écrit là dernièrement qui s'appelle « La force des femmes ». Et il m'a demandé d'en faire une interprétation audio. J'ai enregistré pas mal de livres en tant que comédienne. Et comme je travaille avec lui à l'hôpital Panzi pour aider ces femmes, en fait, avec le théâtre, à s'exprimer, à prendre la parole, à oser justement trouver leur place sur scène et dans le monde, eh bien, le docteur Mukwege commence son livre « La force des femmes ». Ceci, vous savez que c'est un des plus grands gynécologues, il a eu le prix Nobel de la paix, on l'appelle l'homme qui répare les femmes. Et il commence son livre en disant que lorsqu'il s'est intéressé à la gynécologie, eh bien, il y a certains de ses collègues qui sont tournés vers lui en lui disant « Mais t'as des problèmes de couple? Pourquoi tu t'intéresses aux droits des femmes ?» Et donc, la question de la masculinité positive, pour lui, s'est développée à partir de là. Donc, je reprends ma définition. Diplomatie féministe, j'ai dit d'abord contre les violences faites aux femmes, partout dans le monde. Ensuite, diplomatie féministe, éducation des filles, des femmes et des hommes. Ensuite, on a la possibilité d'aider les femmes à gagner en autonomie, en particulier autonomie financière. La quatrième, ça va être aider les femmes à émerger dans tout ce qui va être politique. Aider les femmes aussi à tout ce qui va être, on va dire, invité à la table des négociations. Et puis la sixième, bien sûr, ça va être aider à la parité et à l'égalité dans le monde entier. Alors, en tant qu'artiste de l'UNESCO pour la paix, qu'est-ce qu'on fait pour devenir artiste de l'UNESCO pour la paix? Il faut maîtriser un certain art. Moi, c'est le théâtre. Et donc, avec les différentes représentations scéniques, ou alors aider avec l'art-thérapie différentes personnes victimes de syndrome post-traumatique, j'ai pu être recommandée par mon directeur de thèse, Elie Wiesel, le prix Nobel de la paix, auprès d'Irina Bokova en 2012, qui était l'actuelle directrice générale de l'UNESCO, pour faire partie de ce pôle d'ambassadeurs lié directement à la direction générale de l'UNESCO. Ce n'est qu'un titre, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'argent de l'UNESCO, et c'est finalement une grande chance, parce qu'on n'a pas le côté politique. Et on n'a pas justement la nécessité d'être politiquement correct. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Je suis directrice de la Journée internationale des droits des femmes à l'UNESCO. Chaque année, j'organise un grand colloque avec plus de 30 intervenants, allant du docteur Mukwege, Leila Slimani, Ingrid Betancourt, la grande duchesse de Luxembourg, etc.
Et alors, lorsque je vais voir la direction générale, on me dit, oui, faites un peu attention avec la question de l'avortement, parce que, voilà, notre pays membre, la Pologne, bon. Ensuite, on me dit, oui, et puis vous êtes très engagé sur l'Afghanistan, faites un peu attention à la façon dont vous parlez avec les talibans, parce que vous savez, en termes diplomatiques. Donc du coup, quand on est ambassadeur, on dit, quand je parle en tant qu'ambassadrice UNESCO, je mets la casquette, quand je l'enlève, je peux dire ce que je veux. Et ça, c'est chouette. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement, fin avril? Je me suis mis en tête de pouvoir aller toquer au gouvernement pour demander à créer des alliances féministes. Qu'est-ce que c'est que ces alliances féministes? N'ayez pas peur, c'est des alliances de diplomatie féministe. Vous avez vu que dans ma définition de diplomatie féministe, il n'y a rien de contre les hommes, il n'y a rien de revendicateur vis-à-vis du fait d'une supériorité d'un genre sur un autre. Il y a une volonté de compréhension d'interdépendance. C'est-à-dire, il n'y a pas de dépendance des femmes vis-à-vis des hommes, ou l'inverse. Il n'y a pas de dépendance ou d'indépendance, il y a de l'interdépendance. Bon. Et donc, j'ai toqué, j'ai commencé par me centraliser sur une région du monde que je connais bien. Parce que, à part le fait d'être très engagée au niveau des ambassades des droits humains à l'UNESCO, je gagne ma vie en tant que coach. J'aide les personnes à prendre la parole en public. Vous voyez, j'aime bien prendre la parole en public. Et donc, du coup, j'aide les personnes et j'aide des personnes comme des ambassadeurs, etc. Et donc, du coup, dans mon travail en tant que coach, j'ai pu rencontrer des gens de nationalités différentes et j'ai décidé de travailler avec la région du Moyen-Orient. Vous connaissez tous, bien sûr, les accords d'Abraham. Ces accords qui ont été signés entre le Bahreïn, les Émirats arabes unis, Israël et le Maroc. Je me suis mis en tête de créer des accords féministes ou féminins, des accords d'Abraham, et je les ai appelés les accords de Sarah et Hajar. Ah ben oui, parce qu'en fait, ces femmes, elles ont bien engendré ces hommes qui ensuite vont devenir les leaders qu'on connaît. Donc il était un moment déjà important de pouvoir reconnaître les deux femmes d'Abraham et puis qu'elles se réconcilient un petit peu. Donc entre Sarah et Hajar, j'ai décidé de pouvoir faire cet accord que j'ai nommé ainsi. Et j'ai toqué à la porte des gouvernements. Et j'ai précisé, parce que la première des choses c'était, mais d'où vous venez? Vous venez de la part de qui, politiquement parlant? Mais personne. Oui, j'ai un titre UNESCO, mais vous savez, je pense foncièrement que c'est une très bonne initiative pour voir les choses autrement, pour se parler autrement. Et les gouvernements m'ont suivi, et j'ai donc eu la chance d'avoir des femmes au gouvernement qui ont signé fin avril, en Israël, les accords de Sarah et Hajar autour de la diplomatie féministe, avec les 6 points, et donc qui ont engagé aussi leur gouvernement à réfléchir, à se parler, avec des échanges de bonnes pratiques. Et c'est passionnant parce que vous voyez que quelquefois, il y a beaucoup de femmes au gouvernement, mais il n'y a pas beaucoup de, on va dire, de liberté ou d'ouverture vis-à-vis des gouvernements. Il y a peu de femmes au gouvernement, et puis finalement, il y a plus de liberté, mais il y a moins de représentativité. Donc le fait que ces femmes se mettent ensemble, décident de parler et d'échanger, ça montre aussi une possibilité de pas de côté vis-à-vis de la politique d'aujourd'hui. Et en quoi est-ce que c'est lié avec Joséphine Baker? Et c'est comme ça que je terminerai. C'est que Joséphine, elle avait ce sens inné du politique. Joséphine, elle a fait de la politique, mais elle n'a pas voulu incarner de rôle politique, parce qu'elle savait que ce n'était pas là où elle serait le plus utile. Elle est un leader féminin, on la connaît, mais elle savait être dans l'action, et elle savait aussi être dans l'action sous-marine quand c'était nécessaire, et c'est en cela que pour moi, elle est absolument un modèle de femme. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est vraiment passionnant. J'aurais des tonnes de questions à vous poser, mais je vais les laisser à la salle, les questions, même si moi j'en ai beaucoup, et s'il reste 2 minutes, je la poserai ma question. Est-ce qu'on peut vous faire passer les micros pour d'éventuelles questions à nos intervenants, que je remercie parce que c'était vraiment passionnant. Qui a des questions dans la salle à nos invités? Manifestez-vous, je passe les micros. S'il n'y a pas de questions, c'est moi qui vais les poser. Oui, alors je vous le donne. Merci beaucoup, tout d'abord. Je suis enseignante dans une classe de CM2. Nous travaillons énormément, mes collègues et moi, à l'égalité. Ça passe par la cour de récréation, le terrain de foot, enfin vous imaginez. Finalement, avec les enfants, on avance. C'est avec les parents que c'est quelquefois plus compliqué. Et la semaine dernière, on a eu un petit drame entre filles et garçons que nous avons eu le sentiment d'avoir arbitré
comme il fallait. Et nous avons eu un retour de parents, une maman d'un petit garçon de CM2 qui nous a accusés d'être, comme tout le monde actuellement, en train de protéger les filles et de faire passer les garçons pour des monstres. Ce mail est resté en attente. Nous allons réfléchir à la réponse, mais voilà ce qu'on entend aujourd'hui. Alors je repense à tout ce que vous avez dit avant, toutes ces personnes qui discréditent la cause féministe universaliste. Et voilà, et c'est une maman, franchement, enfin, dont on n'attendait pas ce discours, mais qui a juste été malheureuse que son petit garçon ait été sanctionné, alors que les choses avaient été posées, vraiment. Donc, avez-vous des clés, des pistes qui peuvent aider les enseignants ? Qui veut répondre parmi nos invités ? Je ne vais pas vous répondre directement, parce que je pourrais aussi vous donner plein d'exemples, plein d'illustrations. Je pensais à une autre figure de la cause noire américaine, Sidney Poitier, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Dans le film « Dans la chaleur de la nuit », qui s'oppose, lui, à quelqu'un de raciste, on voit bien que ni le personnage de Sidney Poitier s'enferme dans une position de victime, ni le raciste comme une espèce de type coupable qui serait enfermé par sa contrition, etc. On a deux personnes qui font l'usage de la raison pour essayer de monter d'un cran et de sortir des écueils dans lesquels on peut se trouver. Aujourd'hui, je pense que le combat pour la laïcité, c'est aussi un combat pour l'exercice de la raison. Et que même si, on va dire, les femmes ont joué un mauvais... Les idées universalistes, elles ont joué un mauvais tour aux femmes pendant la Révolution. On leur avait promis beaucoup de choses. On pense à Olympe de Gouges, qui a donné lieu à un beau récit graphique, là, nos camarades. N'empêche que c'est quand même dans les idées du XVIIIe siècle, des Lumières, qu'il y a la source de l'émancipation. On pense au texte d'Olympe de Gouges ou de Condorcet. Donc évidemment, l'exercice de la raison, c'est compliqué. Parce qu'on voit bien que là, la passion, et en tous les cas, on connaît la phrase de Camus, entre ma mère et la justice, je préfère ma mère, avec son enfant, en fait, peut-être même s'il est coupable, on préfère son enfant. Mais il y a, pour arriver à cet espace commun qui nous permette de nous hisser au-dessus de nous-mêmes, de nous décentrer, ce qui est quand même la promesse de l'école républicaine, c'est de permettre d'être soi, c'est-à-dire éventuellement pas ce qu'on a reçu en héritage. Cet effort-là, il est possible si on partage un espace commun, la laïcité, par l'exercice de la raison. Et évidemment, c'est un combat chaque jour. Donc, je vous souhaite bon courage. Je voudrais rajouter quelque chose. C'est une phrase que j'utilise maintenant avec toutes les personnes que je coach. Je commence toujours mes coachings, que ce soit entreprise ou ambassadeur ou tout, avec cette phrase. Ne présupposez jamais de la santé mentale de la personne que vous avez face à vous. À mettre en lettres d'or, ne présupposez jamais de la santé mentale de la personne qui est face à vous. Aujourd'hui, on vit des temps qui sont extrêmement violents. Je pense que vous avez tous eu affaire, et encore dans cette belle région, sans doute moins qu'à Paris ou dans d'autres villes, énormément d'agressivité, énormément de ressentiment. Et on a affaire, en fait, à des personnes qui sont blessées. Et du coup, on a quand même des clés qui touchent à la communication non violente, des clés qui touchent à la psychologie positive. Il y a vraiment des méthodes qui sont formidables que moi j'utilise, même vis-à-vis des enfants. J'ai des enfants en bas âge qui s'appellent Faber et Maslich, parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Ça, c'est des choses fondamentales que vous devez connaître, surtout en tant qu'enseignant. Il n'y a que comme ça qu'on va réussir à en sortir. Vraiment. C'est-à-dire se dire en face, sans excuser. Voilà quelqu'un qui ne comprend pas, qui a ses raisons pour ne pas comprendre. Je reprends sur la très bonne expression. Par contre, moi, comment je vais faire pour rester intacte, pour pouvoir répondre à ça? Et je dis toujours pour des personnes qui sont un peu empathiques, vous ne pouvez pas vous mettre à terre si vous voyez quelqu'un qui est à terre, parce que vous n'arriverez pas à avoir la force de le relever. Donc vous devez vous-même être droit pour pouvoir hisser la personne pour la remettre debout. Et ce être droit, ça veut dire comment moi-même, je dois travailler sur moi pour faire en sorte de ne pas me désintégrer face à des comportements qui, pour moi, m'entament de la même façon que la personne a été entamée dans sa façon de comprendre la situation. Et pour moi, des méthodes comme la communication non violente, la psychologie positive, l'intelligence émotionnelle, toutes ces choses-là sont des choses que tous les enseignants
qui font un travail incroyable, et on le sait depuis surtout la Covid, que tous les enseignants devraient pratiquer, vraiment, pour vous préserver. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, je vais poser ma question à Ghila. Vous avez parlé de... Alors, la diplomatie féministe, ça serait la dernière question. Elle n'est pas contre les hommes, j'ai bien entendu, et c'est important. Et l'exemple iranien m'y fait penser encore, avec le combat des hommes iraniens en faveur de l'émancipation des femmes iraniennes. Est-ce que la diplomatie féministe, elle se fait avec les hommes, bien sûr? Elle doit se faire avec les hommes, puisqu'aujourd'hui, les postes clés continuent à être ceux des hommes. Quand on travaille, par exemple, en Afghanistan, je ne sais pas si vous sentez touché, sans doute, par la cause, mais si vous voulez faire quelque chose, je vous conseille vivement une initiative qu'on a soutenue, qui est celle de soutenir la radio Begum, B-E-G-U-M, qui est cette radio, la seule radio qui est faite par des femmes, pour des femmes, et qui émet aujourd'hui des petits contenus pédagogiques pour les filles qui n'ont plus la possibilité d'aller dans les écoles puisqu'elles sont bannies, vous savez, de toute éducation. C'est des radios aussi, une radio qui permet de pouvoir avoir un soutien psychologique pour les femmes. Ils font un travail incroyable. C'est Hamida Aman qui a mis ça en place. Elle est obligée d'aller voir des hommes au gouvernement pour demander l'autorisation. Et ils acceptent. Contre toute attente, ils acceptent. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, si on est, bien sûr, dans des pays où on n'a pas ce genre de problème, si on pense que l'on peut se passer des hommes, on se trompe. Et les alliances féministes, le début, ces accords de Sarah Yadjar sont le début, puisque en fait le projet s'appelle Women in Diplomacy Project, et là je suis en train de réunir 54 femmes des 54 pays africains dans les gouvernements pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse discuter, et qu'on puisse discuter politique autrement. Mais bien entendu, le résultat va être ensuite produit, montré à des hommes. Et on restera quand même à devoir prendre des décisions ensemble. Et c'est tant mieux. Surtout si ces hommes voient ça comme une très bonne vitrine, finalement, en termes internationaux. Peu importe, bien sûr, si jamais c'est pas forcément fait avec toute la bonne foi du monde, pourvu que ça puisse aider la cause, pourvu que ça puisse faire reculer les violences faites aux femmes. C'est surtout ça qui est aussi important. Donc oui, bien entendu, aujourd'hui, l'homme doit être aux côtés des femmes, parce que, encore une fois, c'est un combat humain et pas un combat de femmes. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour la qualité des interventions. Moi, je continuerai bien, mais je crois qu'on a des programmes et qu'il y a d'autres conférences qui ont lieu après. Je n'en suis pas certaine, mais si vous avez d'autres questions, on les prend. Sinon, je libère nos invités en les remerciant vivement pour la qualité de leurs interventions. Et je crois qu'il y a quand même des débats qu'on devra prolonger avec la LICRA, parce que j'ai en tête beaucoup trop de questions, mais je vais m'arrêter là. Merci à tous. Bravo à vous.